oui, encore une fois, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Aujourd'hui, je suis de nouveau au comptoir du Top Pot. Et je dois vous avouer que j'ai hâte de vous présenter le sujet de la semaine. Après 4 entrevues consécutives, Jean-Christophe Parisien-Lassalle de Nano, Jimbo Jones qui partage ses connaissances sur YouTube, Jacques Farcy, le boss de la SQDC, et Maxime Paris, le PDG d'Exca, aujourd'hui, j'explore avec vous un sujet fascinant. Et j'aimerais revenir sur l'incident qui m'a fait allumer. Mais avant, juste vous dire que je vais prendre 2-3 semaines de pause pour recharger les batteries. Cela fait presque 90 semaines de suite que je produis un épisode. Alors, je vais faire comme vous cet été. Je vais me changer les idées, mais pas trop. C'est que je vous prépare un nouveau projet, une sorte de magazine numérique avec beaucoup de vidéos, une infolettre, des textes sur l'actualité. Je vais vous en reparler à la fin de l'épisode et je vais même vous proposer de vous inscrire à l'infolettre Bon Stock pour ne rien rater. Et oui, ça s'appelle Bon Stock. Impossible de faire plus québécois. Donc, je vous en reparle. Pour les impatients, c'est bonstock.québec. Et oui. OK, vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot, je commence toujours par un café. Une seconde. Hey, MJ, ça va bien? OK, mon habituel, s'il te plaît. OK, merci. Je disais quoi? Ah oui, l'incident qui a inspiré l'épisode de cette semaine. Je fais le tour de plein de réseaux sociaux pour prendre le pouls de ce qui se passe au Québec et ailleurs dans le monde du cannabis. Je regarde et je compile tout ce que je vois qui sort un peu des normes, avec un petit bémol, évidemment. Pour reprendre les commentaires d'un producteur autorisé que je ne peux pas nommer, évidemment, tous ces sites ne représentent pas le consommateur moyen, et certainement pas les consommateurs que recherchent les producteurs autorisés. On y retrouve évidemment un bouquet de profils différents. Différents niveaux d'éducation, différentes perspectives et différentes attentes. Alors en quoi diffèrent-ils de la population générale, ces braves gens? C'est assez simple. Quand je bois une Pit Caribou, j'écris nulle part que c'est ma bière préférée. Ou que le lot précédent était différent, je ne sais pas pourquoi. Ou que je n'ai pas pensé aller sur Facebook pour aviser Pit Caribou qu'ils sont en rupture de stock au plus beau dépanneur du Québec, le dépanneur La Ressource, sur la rue Samuel de Champlain à Boucherville. Non, je n'écris jamais rien sur ma consommation d'alcool. Rien. Il n'y a aucun intérêt. C'est dans ce sens que les abonnés qui écrivent des critiques sur les réseaux sociaux sont des clients hors normes. Et c'est dans un échange avec un internaute que j'ai allumé. Mais pas que, hein? Dans l'éternelle discussion entre les gens fiers de consommer des produits provenant du marché noir et les gens qui ne jurent que par la SQDC, je me retrouve fréquemment comme entre l'arbre et l'écorce. Je synthétise pour accélérer. Disons que j'écris « Les tests nous protègent ». Et en retour, j'ai reçu un argumentaire du genre « Les tests, c'est une gamique, c'est du marketing d'État. Ça vaut rien, car tester une fleur sur une récolte de dizaines, voire de centaines de kilos, cela n'aurait aucune valeur scientifique. » Ce sont des commentaires cumulés, hein, pas une seule personne. Donc, à chaque jour, je vois des centaines de commentaires similaires. Juste une seconde. Eh, merci, MJ. Ouh, c'est bon. De retour. J'ai eu comme un trop-plein et les 2 bras me sont tombés. Une gamique Santé Canada. Une gamique la SQDC. Évidemment, on peut avoir des sérieux doutes sur les 2 organismes, et particulièrement Santé Canada, qui voulait interdire il y a quelques années la citronnelle comme potion anti-moustique. On peut donc avoir de sérieux doutes sur plein de choses, mais associer les tests de laboratoire à du marketing, est-ce vraiment raisonnable? Mais d'où venait donc ma propre surprise? Pourquoi ai-je eu une telle réaction à des échanges bénins, somme toute?
car je reçois parfois des réactions beaucoup plus violentes, voire carrément malsaines. Pourquoi une certaine catégorie d'internautes qui partagent sur les réseaux sociaux se sentent-ils ou sentent-ils le besoin d'exprimer avec tant de hargne leur refus entier de la légalisation, qui serait un truc pour les mononcles, les matantes et les idiots? Des centaines de fois par jour, des citoyens se font traiter d'épais parce qu'ils achètent simplement des produits légaux. Mais s'agit-il vraiment d'une hargne ou d'un état affectif que je n'ai pas pris le temps de comprendre ou d'identifier? Eh bien, c'est aujourd'hui que je vais explorer tout ça pour comprendre un phénomène qui semble échapper à la raison. Donc, je me suis dit que j'allais tenter de comprendre la nature de ma propre réaction. Celle d'un découragement momentané doublé d'un jugement sur ma propre incapacité à répondre efficacement à de telles positions. Évidemment, je ne suis pas en croisade, hein? Si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pod, vous savez que si je pose des questions, je tente d'y répondre. Qu'un citoyen consomme des produits remplis de merde ne m'affecte aucunement. Pas une seconde, en fait. Qu'il s'agisse de pot ou de mélatonine que Santé Canada ne recommande pas pour les enfants, d'ailleurs. Hein? Je ne dis pas que cela m'indiffère. Je précise que chaque citoyen est responsable de sa consommation. Je me questionne donc sur mon absence de compréhension, la mienne, pas sur le comportement des autres. C'est clair ou dois-je me répéter? C'est clair. OK. Je dois préciser que la consommation de mauvais produits par des tiers peut affecter mon portefeuille. Que ce soit le vélo ou le pot, la prise de risque des Québécois se fait à la lumière de notre système de santé qui prend tout en charge. C'est beaucoup plus facile de faire un saut en vélo, un saut impossible, hein? Quand tu sais qu'un hélicoptère peut venir te chercher si ça tourne mal. Si tu sais que personne ne viendra te chercher si tu te casses le cou, normalement, la prise de risque diminue. Habituellement, mais pas toujours. Le hasard faisant bien les choses, je suis tombé sur une recherche qui, je pensais, m'expliquerait tout ce que je ressens sans comprendre. Yeah! Un épisode facile avec toutes les réponses à la même place. Cette étude, publiée il y a quelques semaines, s'intitule « Reason for purchasing cannabis from illegal sources in legal markets ». L'étude, là je traduis plus ou moins texto, la présente étude vise à examiner les raisons de l'achat du cannabis illégal et par conséquent les obstacles potentiels à l'achat de cannabis légal chez les consommateurs du Canada et des États américains. En effet, on ne sait rien des facteurs qui prédisent la transition des consommateurs du marché noir au marché légal. Ici, localement, au Québec, la SQDC préfère parler de marché illicite au pluriel, ce qui a l'avantage de disqualifier tous les autres marchés, fussent-ils blanc indigo ou gris vermillon. L'enquête transversale a été menée auprès de personnes âgées de 16 à 65 ans qui ont été questionnées sur les raisons de leur achat illégaux au cours des 12 derniers mois. Les résultats sont clairs. Les prix et le manque de commodité sont les principaux facteurs qui pousseraient les consommateurs vers les circuits illégaux. Est-ce que vous avez senti le courant d'air? C'est le bruit d'une porte ouverte bien enfoncée. Alors, je me suis dit que je pourrais peut-être regarder du côté de la consommation de l'alcool pour voir s'il existait des informations sur les consommateurs. L'alcool fait des ravages depuis si longtemps que je me suis dit que j'y trouverais peut-être un début d'explication. Et j'ai trouvé plusieurs études qui démontrent qu'un petit groupe de consommateurs boivent la majorité des produits vendus. Et chemin faisant, j'ai trouvé une autre étude de 2020 qui, et là je traduis plus ou moins texto, une étude donc qui va tenter d'établir si le modèle de consommation de cannabis est similaire à celui de l'alcool, dans lequel petit sous-ensemble de buveurs représente la majorité de la consommation totale d'alcool de la population. Les résultats sont clairs et surprenants sur les pourcentages. La consommation du pot ressemble à celle de l'alcool. 10 % des consommateurs de cannabis consomment les 2/3 de tout le cannabis consommé au Canada. Sans surprise, les jeunes hommes de 15 à 34 ans sont les plus grands consommateurs. Voici texto la conclusion de la recherche. Un très petit groupe de très gros consommateurs consomme la majeure partie du cannabis au Canada.
Les recherches futures devraient tenter d'identifier les caractéristiques des groupes qui consomment le plus de cannabis, blablabli, blablabla. OK. Sommes-nous davantage renseignés maintenant? Un peu, mais si peu. Je reste personnellement sur ma faim. Vous aussi, j'en suis sûr. Rien jusqu'ici ne m'explique la hargne déversée par une catégorie d'internautes, ou ce que je crois être de la hargne. Et je ne dis pas qu'il existe une corrélation entre ce petit nombre de ricaneux et le petit pourcentage de fumeurs qui consomment les 2/3 du pot vendu au Canada. Non, je ne fais pas cet amalgame. Pas pour vous, pas pour moi. Pour comprendre, j'ai aussi regardé du côté des marchés noirs qui sont apparus lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. À côté du commerce alimentaire officiel vont naître ou apparaître 4 autres acteurs. Les commerçants du marché noir, les accapareurs, les falsificateurs et les voleurs. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais il y a un lien dans les notes de l'épisode pour les curieuses. C'est qu'un marché noir, c'est une recette connue et utilisée sur tous les continents. On peut faire un parallèle avec les organismes qui offrent de tester la dope à l'entrée des raves. Tout comme il y a du mauvais pot sur le marché, on vendait du faux fromage sur le marché noir en 1915. Et les autorités proposaient une solution. Et là, je cite. « Cette fraude est assez facile à découvrir. Si votre fromage vous paraît suspect, mettez-en à bouillir un peu dans de l'eau et versez quelques gouttes de teinture d'iode dans la décoction. Si la fraude existe, l'eau se colore en bleu presque instantanément. » Fin de la citation. Une guerre, c'est un événement que nous comprenons pas ou peu au Canada, car notre territoire n'a pas été le lieu de conflits armés depuis quelques centaines d'années. Ce n'est pas comme la Belgique, qui est piétinée depuis toujours par chaque invasion européenne de ses voisins depuis plusieurs siècles. Plus généralement, on sait qu'un marché noir apparaît lorsqu'il y a pénurie. Le vendeur et l'acheteur le maintiennent en vie conjointement. Or, il n'y a jamais eu de pénurie dans le cannabis légal ou illégal au Canada depuis 2018. Certains leaders de l'industrie criaient que l'offre manquait, bien sûr. Ils oubliaient de dire aux Canadiens qu'ils touchaient des bonus pour chaque nouvelle usine de culture en construction. Il a fallu à peine quelques mois, le temps que les serres de la taille de terrain de football commencent à surproduire pour que l'offre dépasse la demande tout en créant une chute des prix. Le prix du pot est souvent donné comme excuse pour préférer le marché noir. L'industrie canadienne elle-même, en mode survie, a depuis quelques mois un nouveau cheval de bataille, la taxe d'assises qui ruinerait l'industrie. J'en parle dans l'épisode 107, Comment tuer une industrie du cannabis. Est-ce que la disparition de cette taxe, comme on vient de le faire en Californie, va se traduire par une baisse de prix pour les consommateurs ou à une plus grande profitabilité pour les producteurs autorisés? On leur en souhaite une, c'est sûr. On ne le saura probablement jamais. Mais une fiscalité débridée peut nuire à tout le monde. Le paradoxe de la fiscalité est le suivant. Plus les impôts augmentent, plus ils sapent l'économie de marché et parallèlement, le système fiscal lui-même. Non, ce n'est pas moi qui a écrit ça, mais plutôt l'économiste Ludwig von Mises, un géant. Mais tout cela n'explique pas ce que je tente de comprendre. Alors, j'ai pris un peu de recul pour regarder ce qui animait les consommateurs de pot comme les consommateurs de bière. Et c'est le trio classique du prix, de l'effet et de la commodité, soit le temps ou la distance pour obtenir le bien, qui s'impose partout. Bière ou cannabis, les moteurs de décision semblent être les mêmes. Quand on sait que l'on peut maintenant, dans certains marchés tests, se faire livrer en 90 minutes à la maison par la SQDC, le trio prix, effet, commodité semble solide. Et pourtant, il y a le refus du système légal, mais il y a plus. Il y a une forme de plaisir évident qui transpire dans la majorité des commentaires que j'évoquais au début de l'épisode. Alors que l'on sait, et qu'il y a des recherches pour le prouver, la consommation du cannabis est associée à un sentiment décuplé de prosocialité et à la priorisation des comportements humanitaires qui, par contre, diminuent avec le temps et la disparition du buzz. Alors pourquoi ils ne sont pas gentils s'ils fument tant et qu'ils s'amusent à tenter de ridiculiser ceux qui ne sont pas d'accord avec eux? Hein? Quand tu fumes autant, normalement, tu es prosocial. Alors j'ai eu un flash, mais je n'y suis pour rien. C'est du côté des cigarettes de tabac qu'il faut regarder. Pourquoi?
Parce que, c'est un exemple parmi d'autres, parce que Couche-Tard se plaint de la contrebande de cigarettes. Couche-Tard, vous savez c'est quoi? C'est une série de dépanneurs, stations-service. Cette plainte ne date pas de 5 ou 10 ans. Elle date du 29 juin 2022. Il y a donc juste quelques jours. Et le même article était dans tous les médias, pas juste un, évidemment. On sent la relation de presse, là. On est dans le professionnalisme, pas dans une personne qui a décidé d'épancher son cœur. Voici le titre de l'article publié dans le journal La Tribune. L'augmentation du coût de la vie pourrait avoir contribué à une recrudescence de la contrebande de cigarettes au Canada, soupçonne Alimentation Couche-Tard. Fin de la citation. Il est peut-être utile de rappeler que Couche-Tard est aussi un grand joueur dans l'industrie du cannabis, dont le rêve doit ressembler à la vie en Suisse, où l'on peut acheter librement du CBD dans toutes les stations-service. Faut donc définitivement pas oublier Couche-Tard dans le futur du cannabis au Canada et aux États-Unis. Je vous cite l'article encore une fois. Au Canada, nous avons ressenti une pression du côté de nos ventes de cigarettes, rapporte le chef de la direction financière, Claude Tessier. Il semble y avoir un transfert vers le marché noir. Fin de la citation. Il me semble que le signal venant de Couche-Tard est très fort. Un autre signe qui ne trompe pas, les consommateurs américains ne font plus le plein à la pompe à essence, trop cher. On remplit partiellement. J'en mets pour 15, j'en mets pour 20. Le geste traduit le stress économique qui limite les dépenses, même essentielles. Même les ventes de bière subissent cette pression qui pousse les consommateurs à délaisser les produits de microbrasserie pour acheter des marques moins chères. La France, de son côté, estime qu'elle a perdu 3 milliards d'euros en rentrée fiscale pour les cigarettes, à cause de la contrebande et du marché noir, juste pendant le confinement de la COVID, à cause des pratiques de contournement du commerce légal. Au Canada, on a longtemps blâmé le Québec pour le problème de la contrebande des cigarettes. Sa géographie, les droits autochtones et plein d'autres facteurs ont été étudiés. Il y a des tonnes de rapports qui dorment sur des tablettes, comme le rapport de la Commission des finances publiques sur la consommation du tabac de contrebande, publié en 2012. Alors, quoi faire pour répondre à mon questionnement personnel? Eh bien, je me suis lancé de nouveau dans... Alors, je me suis lancé de nouveau et j'ai finalement trouvé un document pertinent qui nous permettrait d'extrapoler ce que nous savons du marché noir de la cigarette pour le comparer à la situation actuelle dans l'industrie du cannabis. En fait, c'est un document extraordinaire, une thèse de Marc Alain à l'Université de Montréal, intitulée « Contrebande et marché noir, les produits du tabac au Canada entre 1985 et 1994 ». Sur le jury de cette thèse, il y a Pierre Fortin, que plusieurs connaissent, mais aussi Jean-Paul Brodeur, un géant de la criminologie. La thèse de M. Alain propose une perspective qui va éclairer mon questionnement. Le vôtre aussi, j'espère. Un marché noir est toujours à l'intersection de l'histoire et de l'économie. Mais M. Alain utilise la sociologie et la criminologie pour survoler son sujet et affiner son approche en incorporant des aspects sociaux et politiques à sa réflexion. Et quelle est la thèse de Marc Alain sur la vitalité du marché noir de la cigarette? Là, je vais citer texto sa thèse. Nous proposons que l'amplification de cette habitude dans la population canadienne en général, mais aussi québécoise en particulier, doit être vue comme une réponse à un déséquilibre fiscal, économique et moral engendré par l'État. Fin de la citation. C'est une thèse de plus de 400 pages. On va sauter toute la préparation du terrain pour se concentrer sur ses conclusions, où Alain démontre comment la perte de confiance du public envers tous les gouvernements et leurs politiques génère l'appétit pour le marché noir de la cigarette. Remplacer cigarette par cannabis, et on va constater, comme le dit l'auteur, que la recherche scientifique est probablement beaucoup plus affaire de patientes redécouvertes que de trouvailles inédites et éclatantes. C'est la différence de prix entre les cigarettes au Canada et aux États-Unis qui relance la contrebande et le développement du marché noir de la cigarette au Québec. Exactement comme la différence de prix entre les produits légaux et illégaux de cannabis. L'once la moins chère aujourd'hui à la SQDC est de 127,70 $ pour le OS13 de Exo. Si on compare au marché noir, on peut trouver aujourd'hui, les yeux fermés, des onces à 25 $ au Québec. Je ne sais pas s'il y a livraison, par contre. Évidemment, ces deux produits ne sont pas comparables.
Mais la différence de prix peut être perçue comme une insulte à l'intelligence. Pourquoi une telle différence de prix? Et là, on entre de plein pied dans la politique pour discuter des méthodes de financement des déficits provinciaux et fédéraux. Les uns après les autres, tous les gouvernements prônent des méthodes dignes de l'époque de Robin des Bois, où les paysans étaient taxés de façon totalement arbitraire. Tous les gouvernements promettent une reprise économique sans jamais réussir à la faire apparaître. Le citoyen, lui, il ne la ressent jamais, cette embellie. Sa situation, dans le meilleur des cas, fait du surplace. Oh, on s'agite, hein? Mais ça avance pas vite. Oui, disent-ils, mais on peut changer de parti à chaque 4 ans. Malheureusement, ils ont tous le même programme quand ils sont au pouvoir. La perte du pouvoir d'achat se constate facilement. La perte de confiance envers le personnel politique, ça par contre, ça ressemble davantage à un effritement progressif. Au fur et à mesure qu'augmentent les impôts et que la situation empire, il suffit de penser à l'état des routes au Québec, un constat s'impose. L'État ne sera pas au centre des solutions de survie du citoyen. Et c'est là que le marché noir est porteur d'espoir et de vérité, à tort ou à raison. On parle ici de perception, pas de raison. Comme la personne aisée qui veut conserver sa 3e voiture et son chalet, le citoyen modeste se tourne vers l'alternative du marché noir pour maintenir son modeste train de vie. Bien que tous les gouvernements utilisent les ressorts de la morale pour éduquer le consommateur au danger du marché noir, la population fait le dos rond et refuse une argumentation qui, on dirait, ne tient pas la route. Je vous donne un exemple réel. Le Canada de Justin Trudeau croit au commerce global. Hein? On veut faire des affaires partout dans le monde entier, c'est facile. Youpi-lai! Mais ce gouvernement n'est même pas capable de payer ses fonctionnaires avec son système de paye. Le fameux Phénix, lui-même est capable de renaître de ses propres cendres, on dirait. On parle de plus de 6 ans de problèmes et de 141 000 réclamations. Donc l'État canadien a perdu le contrôle des finances publiques. Même chose au Québec. On exige toujours plus en taxes et impôts aux pauvres, pas aux riches. Davantage de sacrifices année après année, mais jamais de correction réelle des problèmes de fond. C'est comme si la réalité ne pouvait pas suivre les promesses. Une promesse, d'ailleurs, n'engage que celui qui y croit. Comme le développement du marché noir prive l'État de recettes, il va de nouveau augmenter les taxes et les impôts. Cette nouvelle baisse du pouvoir d'achat va nourrir la perte de confiance qui va, progressivement, se muer en acte moral de représailles. Si je me fais voler par l'État, je peux donc symétriquement faire la même chose en ayant la conscience tranquille. Je tiens à vous rappeler que je suis en train toujours de survoler une thèse qui émet ces perspectives que je tente de placarder, de coller sur le cannabis. L'actualité nous rappelle la mort de Mom Boucher, le célèbre motard. Je me souviens de discussions, il y a des millions d'années, avec de jeunes avocats, qui me disaient que le discours des motards était le suivant. On fait comme le gouvernement en utilisant la force de nos patchés, tandis que l'État se sert de la police pour maintenir l'ordre. Chacun sa place, on fait la même chose, chacun dans notre domaine. Je ne dis pas que c'est juste, je dis que c'est un discours ambiant réel. Et plus de gens achètent sur le marché noir, plus le geste se banalise. Comment cela pourrait-il être immoral si tout le monde le fait? Et la magie humaine apparaît encore une fois au coin de la rue. On réalise que les gens qui utilisent le marché noir ne le font pas uniquement pour des raisons monétaires. On peut être riche et pratiquer le marché noir. Et dans ce geste, on retrouve aussi une régularité dans le temps. On consomme sur le marché noir aussi comme un pied de nez à l'État. Alors que nous sommes partout contrôlés, un achat au marché noir, c'est comme imposer une perte de contrôle aux autorités. Comment on dit en français « fuck you money » ? Je ne sais pas, mais vous m'avez compris. La révolte trouve donc un exutoire d'autant plus fort que l'État n'arrête pas de dire que le marché noir, c'est dangereux, alors que dans les faits, cela fonctionne très bien pour plein de gens en perte de pouvoir d'achat, ou pas. La prise de risque est minime, voire inexistante, d'un point de vue légal. Mais être un Robin des Bois le temps d'un achat a ses avantages moraux. Et puis, comment ignorer les campagnes anti-fumeurs? Tabac, cannabis, au Québec, c'est le même ton. Il n'y a que l'alcool qui trouve mérite aux yeux de tous les gouvernements.
En interdisant la promotion, le législateur dit aux consommateurs de cannabis « On te tolère, hein? Pas plus. Et tu dois acheter à la SQDC qui n'aura pas, en plus, tous les produits qui t'intéressent. » Voyez le genre, c'est pas simple. Le gouvernement semble avoir oublié que les interdictions profitent toujours au marché noir. Mais comment le convaincre quand il n'est pas intéressé à discuter? La marginalisation des fumeurs de tabac et de pot semble avoir beaucoup de points communs. Pour le tabac et le pot, les activités sur les territoires autochtones cautionnent l'idée qu'il s'agit d'une activité légale, car aucun effort ne semble exister pour faire stopper ces activités. Nous en avons discuté en long et en large dans l'épisode 104, Autochtones et cannabis. Et puis un jour, l'industrie de la cigarette a décidé de s'organiser devant la baisse du nombre total de fumeurs et l'augmentation du prix des paquets à cause des taxes. Alors elle décide de faire de la contrebande pour maintenir ses profits. Vilaine va! Bon, ce n'est pas de sa faute si la frontière canado-américaine est parfaite pour la contrebande. Le marché n'a pas provoqué une perte de confiance des citoyens dans leurs institutions démocratiques. C'est cette perte de confiance qui crée les marchés noirs. Celui de la cigarette qui revient en force et celui du cannabis qui s'organise différemment en 2022. Les rumeurs les plus folles circulent sur des gestes de désespoir qui pousseraient des producteurs autorisés à vendre leur production sur le marché noir. Exactement comme les manufacturiers de cigarettes il y a quelques années. Et toutes ces 28 grammes, ces onces à 25 $ nourrissent une compétition sur le marché noir qui est très réactif au prix. Simultanément, la SQDC a récemment augmenté ses prix qu'elle jugeait trop bas par rapport au marché noir. Est-ce que les taxes attenantes au cannabis et à la cigarette sont une simple pompe à fric qui sert à remplir les coffres de l'État? C'est ce que les consommateurs de cigarettes et de cannabis pensent. Pas tous, mais beaucoup. D'ailleurs, qu'est-ce que l'État fait avec les millions de dollars de profits générés par la SQDC? C'est pas clair et on en parle rarement dans les médias. Il est quelle heure, là? Oh, c'est l'heure. Juste une seconde. Hé, MJ! Hé, MJ! T'es sous? Merci beaucoup. Ouais, on se reparle. OK, je me ramasse. Les gens qui croient à la justesse, à la moralité, à la pertinence du marché noir du cannabis, on l'a vu, sont motivés par plusieurs raisons. Les mêmes raisons qui poussent parfois les industriels à la contrebande. Parfois, c'est pour survivre. D'autres fois, c'est simplement parce que la sensation est bonne. Alors cette prise de risque, on la voit sur la route avec des cyclistes qui se croient capables de prendre des risques sans conséquence. Ce qui est faux, car l'erreur se paye cash pour réparer le vélo et en chair et en os pour le reste. La prise de risque pour l'acheteur du marché noir du cannabis est différente. Les risques avec la police sont inexistants. Les risques pour la santé sont réels, mais peu spectaculaires. Comme le risque d'overdose n'entre pas dans l'équation, le calcul semble simple. C'est en avançant dans la production de l'épisode 113 que j'ai eu comme une idée, une ovni en fait, une opinion vulgaire non informée. La réponse des gens qui sont fiers d'utiliser le marché noir ont tout un trait commun. Après observation et rétrospection, j'y retrouve une forme de joie, une sorte de slapstick. Le commentaire gifle est une sorte d'affirmation de sa différence. Une différence nourrie par un groupe qui encourage une consommation sur le marché noir. Il s'agit d'un comportement contagieux, oui, contagieux comme la joie, car c'est contagieux la joie. Comme si un rappel à l'ordre moral, le fameux « c'est dangereux le marché noir », comme si ce rappel était l'occasion de signifier une vitalité, une pulsion qui ressemble à s'y méprendre, à une forme d'érotisme. Les réponses giclent, le plaisir est évident, on s'aime durement, on prend son pied en affirmant une croyance détestée par les uns et sanctifiée par les autres. Il y a une sorte de plaisir physique dans ces réponses numériques. Tant mieux, ça va forcer tout le monde à réfléchir en commençant par moi. Il y a une place pour la raison, mais il y a aussi une place pour les affects. Et la vraie question, finalement, c'est peut-être et s'il fallait séduire plutôt que convaincre. Et voilà, c'était le 113e épisode de Top Pot. Je vais donc faire une pause pendant 2-3 semaines. Vous pouvez par contre, dès maintenant, vous inscrire au nouveau magazine numérique en ligne que
que je vais lancer cet automne. Bonstock.Québec sur le web, quoi. Bonstock va explorer le monde du cannabis légal au Québec. Mais Bonstock va également rester connecté sur ce qui se passe ailleurs. Critiques, entrevues, vidéos exclusives, c'est juste pour commencer. Je vous écoute aussi. Vos propositions, toutes vos propositions sont bienvenues. Ensemble, nous pouvons construire un lien, une compréhension qui tisse notre quotidien entre l'industrie du cannabis, le monopole d'État et les consommateurs longtemps méprisés et condamnés à l'illégalité. Le Québec est distinct, même dans le pot. J'ai hâte d'échanger avec vous de nouvelles façons. Facebook et les autres réseaux sociaux font régulièrement disparaître les groupes qui s'intéressent légitimement au cannabis. En construisant notre propre plateforme, nous pourrions, nous devrons, nous serons libres. J'invite tous les secteurs de l'industrie intéressés par le projet à me contacter. Il y a une place pour tout le monde. Je vous attends. OK. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@mail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.